d'abord, pour comprendre ce qu'est le diabète, on va étudier, voir rapidement comment ça se passe chez une personne en bonne santé. Donc, une personne qui va manger, dont tous les nutriments, dans tous les aliments que l'on mange, il y a des nutriments, donc qui vont être digérés. Donc, en fait, l'alimentation va être segmentée en petites molécules, dont la molécule de glucose, donc qui est le sucre. Et cette molécule de glucose, une fois que dans l'estomac, elle est captée, elle passe dans le sang. Et dans le sang, elle va être stockée par des cellules. Et en fait, ce stockage se fait par des petites portes qu'il y a dans les cellules qui laissent entrer le glucose. Et ces petites portes sont régulées par une hormone qu'on appelle l'insuline. Donc l'insuline va vraiment être là pour réguler les niveaux de glucose dans le sang. Donc, s'il y a trop de glucose dans le sang, elle va ouvrir les portes pour pouvoir stocker. Et s'il y a trop peu de glucose dans le sang, elle va ouvrir les portes pour pouvoir en libérer. Voilà, c'est vraiment un aller-et-vient du glucose dans tout ce qui est dans tout les muscles, muscles, foie, ce sont des cellules du corps qui stockent du glucose. Et donc, l'insuline, c'est vraiment la clé qui s'adapte sur le verrou de la cellule et qui permet d'ouvrir ou fermer l'accès au glucose. Voilà, ça, c'est vraiment important d'imager. Comme ça sera beaucoup plus simple pour la suite pour vous de comprendre. Et donc, après le repas, par exemple, quand il y a beaucoup de glucose qui va arriver dans le sang, il va y avoir aussi une libération d'insuline par le pancréas pour pouvoir stocker tout ce glucose dans le sang. C'est pour ça que le pic d'insuline est fortement lié au repas. C'est pour ça qu'on parle souvent d'aliments qui ont un fort pouvoir glucidique, donc qui vont augmenter le glucose dans le sang et augmenter la libération d'insuline. Alors, dans le diabète de type 1, ici, donc, tout va se jouer au niveau du pancréas. Et donc, en fait, le corps donc, le diabète de type 1, c'est un diabète qui apparaît dans l'enfance ou alors chez les jeunes adultes. On l'appelle aussi plus communément le diabète sucré ou le diabète juvénile. Et c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immunitaire. C'est-à-dire que c'est les propres cellules du corps qui attaquent les cellules pancréatiques qui produisent l'insuline, qui vont les détruire. Et donc, le corps ne va pas produire assez d'insuline. Donc, en fait, cette clé pour ouvrir les serrures des cellules pour pouvoir stocker ce glucose n'existe pas. Et donc, le glucose ne peut pas pénétrer dans la cellule et donc le taux de glucose va augmenter. Le taux dans le sang va augmenter. Le taux de le taux de glucose dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Vu qu'on va en parler encore plus. Et donc, ici, il ne va pas y avoir de conversion de glucose en énergie dans la cellule. Donc, le glucose va, comme on dit, rester dans le sang. Et c'est là qu'il va apparaître les complications qu'on va avoir plus tard. Ici, dans le diabète de type 2, ici, ça va être une maladie qu'on appelle multifactorielle. Donc ça, Anne va vous en parler un peu plus tard. Et c'est la conjonction de deux phénomènes. Donc d'un côté, donc le corps produit suffisamment d'insuline, mais il y a ce qu'on appelle une résistance des cellules à l'insuline. C'est-à-dire qu'en fait, la clé ne va pas bien rentrer dans la serrure. Donc là, il faut imaginer une clé qui n'a pas les mêmes, pas les mêmes striures, on va dire, et donc qui va avoir du mal à ouvrir la porte. Et donc le glucose, ici aussi, ne pourra pas pénétrer dans la cellule. Et le deuxième chose, c'est vu que l'insuline ne va pas être aussi efficace, le pancréas va avoir l'ordre de créer plus d'insuline pour pouvoir pallier le fait que le clé ne rentre pas bien dans la serrure, on va dire. Et donc, il y aura une production accrue d'insuline. Et donc, les cellules en fait, du pancréas vont s'affaiblir au fur et à mesure et donc produire de moins en moins d'insuline. C'est pour ça que chez certains patients qui ont diabète de type 2, lorsque le diabète a évolué a fortement évolué, on peut passer un traitement par insuline. Et là, comme pour le diabète de type 1, le glucose dans le sang va augmenter et il n'y aura pas de transformation de glucose en énergie, il n'y aura pas de stockage dans la cellule. Ici, on vous a fait un petit tableau qui reprend les deux différents diabètes de type 1 et de type 2. Donc, comme on peut voir dans le diabète de type 1, c'est congénital, donc chez les jeunes enfants et chez les jeunes adultes. Donc, l'insuline est insuffisante, elle est moins produite. Ici, il va y avoir ici, on va avoir des injections d'insuline et ça représente plus ou moins 10% des diabétiques en Belgique. Et pour le diabète de type 2, donc ça sera un diabète qui se déclenche plus tard, donc 40-50 ans, qui est fort lié au mode de vie, mais pas que. Et ici, on va avoir une insuline qui sera moins efficace globalement. Voilà.
Ici, on va aussi parler du fait que dans les populations plus occidentales, on va dire, le diabète de type 2 peut se présenter. Maintenant, on voit de plus en plus de cas de jeunes, d'adolescents, surtout liés à l'obésité, qui vont développer ce diabète de type 2. Donc voilà, le diabète de type 2 n'est pas réservé qu'aux personnes de plus de 50 ans. Voilà, ça c'est une idée reçue. Et ici, on va avoir donc un traitement par médicaments oraux, plus éventuellement de l'insuline, mais ça, Anne va vous en parler aussi plus tard. Et ça représente environ 90% des diabétiques en Belgique. Donc ici, je vous l'ai dit, le glucose, quand il est dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. Donc là, on va le voir dans la prochaine dia, comment le mesurer. Donc la glycémie varie selon le repas. Ça, c'est important. Plus on va prendre un repas riche en sucre, plus la glycémie va augmenter, ce qui est logique. Elle est souvent exprimée en milligrammes par décilitre. Et donc, il va y avoir deux mesures qui sont intéressantes. Donc, la glycémie à jeun, c'est-à-dire en dehors du repas, elle doit être inférieure à 100. Entre 100 et 126, ça va être acceptable, mais il faut quand même faire attention. Et au-dessus de 126, là, c'est risque de diabète. Donc là, il faut aller plus loin dans les mesures et dans les diagnostics. Pareil pour la glycémie 2 heures après le repas. On a 3 ranges, donc bien au-dessus de 140, en dessous de 140, excusez-moi. Acceptable 140, 180 et mauvais au-dessus de 180. Ici, pour ce qui est du acceptable, voilà, il faut le prendre entre guillemets parce que quand on est dans ces valeurs, on est à risque de développer un diabète de type 2. Donc, on est ce qu'on appelle dans le prédiabète ou dans l'intolérance glucidique. Donc là, c'est vraiment, vraiment important déjà de voir un professionnel de la santé pour être accompagné et de mettre en place tout ce qui est règles hygiéno-diététiques, donc régime adéquat et tout ce qui est précaution pour éviter de passer et de franchir ce pas d'être diagnostiqué diabétique de type 2. Ensuite, on va y avoir une autre mesure qui est très intéressante, qui est le HbAC1. C'est un peu barbare comme nom, mais c'est l'hémoglobine glyquée. Et en fait, cette hémoglobine glyquée, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'hémoglobine, donc ce qu'on a dans le sang, qui permet de transporter l'oxygène, qui va avoir un petit traceur, un petit capteur. Et en fait, cette hémoglobine glyquée va pouvoir donner au professionnel de la santé qui a demandé la mesure, en fait, un tracé des 3 derniers mois de l'évolution du glucose dans le sang. Voilà, ça c'est intéressant pour, par exemple, pour les patients qui ne tiennent pas bien leur régime et qui, une semaine avant le rendez-vous chez le diabétologue, arrêtent le sucre, tout à fait le sucre. Voilà, ici le médecin peut quand même voir que voilà, le patient n'a pas bien suivi son régime, par exemple, et qu'il a juste fait attention la dernière semaine. Donc ça permet d'avoir un état des lieux un peu plus des 3 derniers mois, donc un peu plus complet. Et celui-ci, bien sûr, est indépendant du repas. Pour le diagnostic du diabète, ça sera basé sur la glycémie à double agent. Donc, c'est-à-dire 2 fois cette mesure pour être sûr que la mesure soit bonne. Comme je l'ai dit, le diabète de type 1 et le diabète de type 2 peuvent entraîner des complications qui peuvent entraîner même le décès. Et le diabète est ce qu'on appelle une maladie silencieuse. Donc, c'est-à-dire que les symptômes et les premières complications se viennent souvent tard et dans les stades avancés de la maladie. C'est-à-dire que, en fait, si on ne se fait pas dépister, on peut très bien vivre quelques années, allez, 5, 10 ans, avec le diabète de type 2, ou le diabète de type 2 généralement, sans jamais s'en apercevoir. Les signaux d'alarme sont beaucoup de soif, beaucoup de miction, parce que le glucose, si il est en trop grande quantité dans le sang, il va être excrété par les reins. Donc, pour l'éliminer du corps, on va aller beaucoup faire pipi. Une fatigue, une vision floue, une perte de poids. Ça aussi, ça peut être un signe. Et surtout, une cicatrisation difficile des plaies, comme on va le voir juste ici. Donc, une des complications de manière systémique, donc dans le corps, c'est l'hypertension artérielle. Donc, ça, c'est vraiment très grave. Ensuite, il peut y avoir des lésions nerveuses. Donc, le glucose étant dans le sang, en fait, il va aller jusqu'au bout. Donc, soit, généralement, c'est au niveau des mains et au niveau des pieds, vraiment jusqu'au bout des vaisseaux sanguins et va être très nocif pour les nerfs. Donc là, c'est souvent des engourdissements qu'on a au niveau des mains, au niveau des pieds. Ensuite, on va avoir une mauvaise cicatrisation qui va entraîner une mort tissulaire et bien sûr, dans les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'à des membres amputés. C'est pour ça qu'ici, on conseille vraiment vivement chez les patients atteints de diabète de type 2 d'être suivi par exemple par un podologue qui peut voir l'état des pieds parce que ici, surtout au niveau des pieds, quand on a une blessure par exemple, on ne va pas forcément s'en rendre compte tout de suite.
parce qu'on a une perte de sensibilité nerveuse aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est important que quelqu'un regarde de temps en temps l'état des pieds. Il va y avoir aussi une lésion rétinienne, pareil, liée au sucre qui va arriver dans les vaisseaux sanguins et qui va détériorer le nerf. Une vision floue qui peut mener à la cécité si c'est pas c'est pris sérieusement. Et ensuite, comme je vous ai dit, il va y avoir des lésions rénales car le glucose étant excrété par les reins, ça va fatiguer les reins jusqu'à malheureusement des fois arriver à l'insuffisance rénale. Ensuite, on va voir un diabète qui est un peu moins connu, qui n'est ni un diabète de type 1, mais qui se rapproche plus du diabète de type 2, qui est le diabète gestationnel. Donc le diabète gestationnel, c'est un diabète qui se développe chez les femmes enceintes. Généralement, c'est pendant deuxième, troisième trimestre. Et donc, c'est un diabète qui se présente chez les femmes qui n'avaient pas de diabète avant la grossesse. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Et pour déterminer si la patiente a un risque ou fait un diabète gestationnel, il va y avoir le test de provocation au glucose qu'on va pouvoir ici retrouver. Enfin, c'est le OGTT, c'est ce test-là. Et donc, c'est effectué chez toutes les femmes enceintes entre la 24 et la 28e semaine de grossesse. Cela se fait avec une boisson sucrée. Donc, on donne 50 grammes de sucre à 50 grammes de sucre dans un peu d'eau. Et ensuite, une heure après, on fait un prélèvement sanguin et on voit un peu comment le corps réagit à cette haute dose de sucre. Et donc, si la valeur est au-dessus de 130 mg par décilitre, on va faire des tests complémentaires. Et si malheureusement ces tests restent positifs, on va pouvoir diagnostiquer le diabète gestationnel. Donc, le diabète gestationnel, c'est généralement chez 9% des femmes enceintes. Et un traitement, enfin, le traitement est tout à fait possible. Hein, c'est pas une fatalité. Donc, c'est tout d'abord par des règles hygiéno-diététiques, comme on en a déjà parlé, donc l'ajustement du style de vie. Et ensuite, généralement, le traitement, ça sera par de l'insuline. L'insuline qui est un traitement très sûr pour les femmes enceintes. Donc ça, faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça. Et un bon traitement et une bonne prise en charge est nécessaire pour la santé du bébé et pour la mère, car il va y avoir un suivi post-natal, car le bébé comme la maman sont à risque de développer un diabète de type 2. Voilà, toujours prendre avec des guillemets, sont à risque parce que, comme on va le voir avec Anne tout de suite, le diabète de type 2 est une maladie polyfactorielle. Et donc, je laisse la parole à Anne pour parler des facteurs et des risques et des dépistages.